Bonsoir et bienvenue sur l'antenne de KTO pour ce mardi des Bernardins enregistré en public comme chaque semaine. Il suffit d'associer quelques mots. Clermont-Ferrand d'abord, numéro 1 mondial des pneumatiques. Ensuite, je pourrais aussi ajouter entreprise plus que centenaire. Et pour être certaine que vous avez tous deviné, nom d'un fameux guide gastronomique. Là, vous avez bien sûr compris qu'il s'agit du groupe Michelin. Ce soir, pendant 52 minutes, nous recevons Monsieur François Michelin. Bonsoir monsieur. Bonsoir, madame. Dès 1959 et pendant 40 ans, vous avez géré le groupe Michelin. Vous avez accepté ce soir d'être notre grand témoin autour d'un thème central, la dimension sociétale de l'entreprise. Alors, pour préparer cette émission, j'ai eu à ma disposition un outil très riche où se donne à lire votre vision de l'entreprise et de son rôle dans la société. Il s'agit d'un livre d'entretien réalisé avec vous en 1998 par les journalistes Yvan Levaille et Yves Messarovitch aux éditions Grasset, et il s'intitule « Et pourquoi pas ?» Alors, à vos côtés, 4 autres invités. Le père Antoine Guggenheim, bonsoir. Bonsoir. Les fidèles des mardis vous connaissent déjà. Rappelons que vous êtes directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins. Enfin, 3 jeunes professionnels pour cette soirée un peu spéciale. Aurélia Georgie, bonsoir. Vous avez 23 ans et vous êtes étudiante en dernière année d'école de commerce. Vous vous spécialisez dans la gestion de projets culturels. À vos côtés, Clément Lesca, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 33 ans et vous êtes cadre chez AXA. Enfin, François-Louis Boucher. Bonsoir, vous avez 38 ans et vous travaillez depuis 10 ans dans la fonction ressources humaines dans les secteurs de l'industrie et des services. Alors, je l'ai dit en introduction, nous allons parler de la dimension sociétale de l'entreprise. Comment peut-on traduire ce terme, cette notion? Parle-t-on du rôle de l'entreprise dans la société? D'abord, je suis resté 50 ans à l'usine. Et j'ai pris on m'a confié la direction un peu plus tard. J'ai commencé à travailler à l'usine, dans une école. J'ai appris à limer et à travailler le bois. Mon grand-père, à l'époque, qui s'occupait de moi parce que j'avais perdu mon père en 1932, tenait absolument à ce que je comprenne le sens de la matière et le fait que si on n'aime pas la matière et si on ne l'écoute pas, on ne peut rien faire avec elle. Le sens du bois, par exemple, c'est tout un problème. Vous pouvez raboter dans un sens et pas raboter dans un autre. Il faut le savoir et le comprendre en regardant la texture du bois. Donc, une leçon de choses extraordinaire. J'étais au milieu de personnes, des enfants, des personnes du personnel de la maison. J'ai vite appris, tout de suite, avec grande joie, que la matière se foutait complètement de l'origine familiale. Et du même coup, ça m'a ouvert les yeux et les oreilles sur l'ensemble de mes collègues. Et encore nous sommes très vieux, tous, bien sûr, et encore, j'en ai un que je connais bien maintenant, qui s'appelle Pierre Prugne, avec lequel nous divisons souvent de toutes sortes de problèmes, et en particulier de cette époque passionnante. Ensuite, j'ai fait quelques études, pas beaucoup du reste, et puis en 1951, M. Robert Puiseux, mon prédécesseur, qui avait sauvé l'usine de la main des nazis pendant la guerre, avec un courage et un sang-froid formidables, les Allemands l'appelaient R9, le taciturne. Bon, moi je suis entré à l'usine et j'ai fait des pneus. J'ai fait toutes choses. La première, dans l'usine, la boîte à idées fonctionne et toute personne qui a une idée d'amélioration d'un système fait un petit papier. Et j'ai reçu un petit papier d'un délégué de la CGT qui était chargé de transporter les produits chimiques dans l'usine. Alors il avait une grosse difficulté, c'est que ceux qui transportaient perçaient les sacs, c'était un produit un petit peu acide, et il m'a dit « j'en ai marre de faire le petit poucet ». Alors ensemble, on a cherché toutes sortes de choses. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que c'était beaucoup plus simple d'importer des grandes plaques de ce produit, c'était du sulfate d'alumine,
C'est typique, hein. Tous les deux, on a galopé dans l'usine jusqu'au jour où on se dit, mais c'est trop bête. Pourquoi est-ce qu'il y a des morceaux qu'on nous envoie? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des grosses plaques? Et j'ai collaboré avec cet homme d'une façon absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce que le problème à résoudre était transcendant par rapport à nous deux. Et toutes les différences idéologiques disparaissaient complètement. Bon, alors pour revenir à la question, madame, excusez-moi de ces dérives, mais je crois que ça valait la peine de le raconter parce que c'est mon fondement en réalité. C'est pour moi qui ai inventé le mot sociétal, c'est M. Raffarin. Pourquoi? Parce qu'il en avait marre d'en parler du social. Alors il y avait le social, c'était uniquement les rapports avec les syndicats. Il y avait uniquement la finance, c'était les rapports de l'entreprise avec la finance, etc., etc., etc. Or, en fait, dans une entreprise, si vous ne prenez pas des décisions en fonction du social, dans le terme actuel, et de tous les points de vue, pour faire une synthèse vivante et inscrite dans la matière, eh bien, vous faites une erreur fondamentale. Or, j'ai toujours constaté qu'en particulier dans le domaine social, il est extrêmement difficile, voire impossible, dans certains cas, de faire comprendre aux personnes qui négocient qu'ils font partie d'un ensemble. Et cet ensemble est très particulier. Parce qu'ils oublient toujours de dire que chaque homme est à la fois producteur et consommateur. Autrement dit, c'est très bien d'augmenter les salaires, c'est un but en soi, à condition que ça n'augmente pas le prix des objets. Autrement, on crée l'inflation. Et ce message-là passe très difficilement. Et c'est un phénomène, effectivement, de société que les uns sont générateurs de contraintes pour eux-mêmes. Et je dois dire que ce qu'il faut faire dans une entreprise, c'est que tout acte, quel qu'il soit greffé sur ces choses, le service du client, la finance nécessaire pour faire grandir l'entreprise, le respect du client, le respect de ses collègues. Je parle trop? Non, non, je voulais vous amener sur un terrain que nous avons évoqué tout à l'heure excusez-moi, en préparant l'émission. Cette entreprise, elle s'inscrit aujourd'hui dans une économie de marché. Et vous préférez parler d'économie de choix responsable. Vous mettez une nuance à ce terme d'économie de marché. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie, économie de choix responsable? Écoutez, pour choisir, il faut aller au marché. Le marché, c'est le lieu où vous pouvez choisir. Alors, économie de marché, c'est totalement abstrait, à moins de descendre au 3e degré. À un point tel qu'un jour, un ouvrier de l'usine qui a demandé à son chef d'atelier, vous devriez demander au patron qu'il aille voir le gouvernement pour changer la loi du marché. Il confondait une loi naturelle avec les lois politiques qui, effectivement, sont généralement pas très bien adaptées à la réalité. Excusez-moi. Et c'est ça le problème. Alors, ce soir, vous avez tenu... Donc, l'endroit de choisir. Quand vous allez dans un grand supermarché, madame, vous voulez bien choisir quelque chose. C'est un choix responsable en fonction de votre budget et de vos besoins. Ce soir, vous êtes entouré par des jeunes professionnels, et notamment par Aurélia, qui, elle, est très intéressée par la question du produit. Produit donc dans l'entreprise. Vous êtes arrivé avec ce morceau de pneu. Aurélia, vous aviez envie, vous, de poser une question sur le produit à François Michelin. Oui, tout à fait. Alors, en fait, comme vous l'avez très bien dit, le produit a une importance... Et vous avez besoin de sentir la matière, être vraiment au contact de cette matière. Et donc, moi, c'est vrai que je m'oriente vers des études où le produit va être culturel, donc pas directement une matière au service peut-être de l'homme, mais une matière qui va avoir une existence un peu propre et où la notion d'esthétique, la valeur de l'esthétique va être introduite. Donc, ma question
Et la suivante, comment, selon vous, peut-on pallier le risque de s'attacher au produit pour des attributs qu'on lui confère en soi et donc du coup le risque de lui attacher une importance trop grande par rapport au but ultime qui doit rester l'homme et d'être au service de l'homme comme finalité. Je crois que je répondrai peut-être trop lapidaire à votre question, mais nous ne vendons pas des pneumatiques. Nous vendons des kilomètres le plus sûr possible et le moins cher possible. Et je crois que c'est très important de définir l'objet qu'on fabrique par le service qu'il apporte au client. Et je crois que ça répond au cœur de votre question. Mais le pneu ne se vend pas tout seul. Il faut expliquer ce qu'il est, ce qu'il apporte par rapport aux pneus anciens, parce que le problème d'une maison, c'est de faire toujours des progrès. Et ça prend une dimension qui n'a rien à voir avec la dimension bébête qu'on peut attribuer aux produits qu'on fabrique. Il y a vraiment, derrière ça, des rapports entre hommes, entre producteurs et consommateurs de première grandeur. Et le rôle du commerçant, essentiellement, c'est de percevoir les besoins du client et de voir si le produit qu'on leur livre, celui-là en particulier, correspond à une satisfaction de ses besoins. Et là, madame, je crois que c'est vraiment le cœur de la réponse que je peux faire à votre question. Je crois que là aussi, on touche vraiment à la question de l'innovation par l'entreprise. La réussite de Michelin, elle vient évidemment de sa capacité à innover. Je crois qu'il y a aujourd'hui 2500 salariés chercheurs chez Michelin. Or, vous pensez que les structures mentales et financières nécessaires à l'innovation en France sont encore insuffisantes? C'est ce que vous dites en tout cas dans ce livre, oui, en 1998, il y a 11 ans, vous le disiez. C'est à mon avis plus grave que ça. Parce que... Comment vous expliquer ça? Nous avons sorti, il y a une dizaine d'années, un pneu radial pour avion. Ce pneu, pour prendre qu'une des caractéristiques, pèse 25% de moins que le pneu normal. Or, il y a beaucoup de pneus sur les gros avions, et par exemple sur un 747 équipé de pneus radio Michelin par rapport aux pneus concurrents, ça compense le poids de tout le nez de l'avion. Vous voyez, le nez du 747, c'est pas quelque chose de petit. Et puis ce pneu, il a une autre caractéristique, c'est qu'il est beaucoup plus endurant pour les atterrissages et la manière dont les avions se placent sur le sol. Et nous avions pensé par démarrer pour avoir des avis sûrs, en équipant des avions de l'aviation française, en particulier des Mirage. Bon. Alors, on est tombé dans les arcanes administratives du service d'achat des produits pour les avions, et on est tombé sur une dame qui ne savait pas comment expliquer sa rage qu'on ait décidé de fabriquer un pneu radial sans lui avoir demandé son avis. Et ça, c'est très caricatural, mais c'est quand même assez profond. Les Français sont très royalistes de fait, et ils aiment bien ce qui descend du haut pour aller jusqu'en bas. Or, pour réussir, le bas est plus important que le haut. On représente toujours une entreprise comme un pharaon. En réalité, le véritable patron d'une entreprise, c'est qui? C'est le client et la matière qu'on travaille. Et qui c'est qui connaît la matière? C'est les gens du terrain. Donc, si vous n'écoutez pas les gens du terrain, eh bien, vous faites des bêtises majeures. Et je crois que cette attitude fondamentale risque de scléroser les esprits. On attend tout du pharaon, alors qu'en fait, le pharaon, qui n'existe pas en tant que tel, attend tout de ce qui se passe chez les clients et dans les ateliers. Alors, vous venez de parler des gens du terrain, des personnes qui travaillent dans les entreprises. On a bien senti tous, je crois, en lisant ce livre, que c'était vraiment le cœur
du groupe Michelin également, cet intérêt, cette écoute pour les personnes. Je crois, Clément Lesca, que c'est ce qui vous a beaucoup intéressé également. Comment arriver à transmettre des valeurs ou à faire vivre ces valeurs au sein de l'entreprise tout en restant efficace? J'avais beaucoup de questions par rapport à ça. La première, c'était par rapport au sens du travail. Je me demandais finalement, quand on est chrétien et qu'on travaille en entreprise, quel est le sens qu'on donne à son travail? Est-ce que c'est juste un sens alimentaire? C'est-à-dire que mon travail, c'est pour faire vivre ma famille. Est-ce que c'est plus une occasion de faire progresser ses vertus, ses talents? Ou est-ce que carrément, dans une dimension plus spirituelle, c'est participer au pouvoir créateur de Dieu? François Michelin. Je ne suis pas à Rome. Hein. Non, mais juste un petit complément. La question passe au grenu, parce que là, je pensais, tout à l'heure, vous parlez beaucoup de pneumatique, mais pneumatique, ça vient de pneuma, qui veut dire air, mais qui veut dire aussi esprit en grec. Donc du coup, la dimension spirituelle n'est pas trop tirée par les cheveux. Pneuma, c'est l'air, parce que le pneu, c'est l'air, mais c'est aussi c'est vrai. Cet animal qui est là, il a besoin de beaucoup d'air et de soins. Voilà, donc vous parlez de matière, mais finalement... On en parlait tout à l'heure, la réponse que vous aviez faite à cette petite fille qui vous demandait qu'est-ce que c'est que travailler, vous aviez répondu, c'est construire, et c'est se construire. Et se construire. En parlant d'air, ça vous assure pas beaucoup. Écoutez... Il y a cette idée de respect et d'éviter à tout prix de chercher la domination et de chercher plus à réunir les énergies dans une entreprise. Est-ce que c'est pas ça aussi? Et domination, le mot vient d'où? Le dominus. Dominus, c'est le maître de la maison, le responsable de la maison. C'est lui qui fait que c'est une bonne maison. Donc, dominer, c'est rendre service. Quand dans la Bible on dit tu domineras la terre, ça veut dire tu auras à l'écouter pour pouvoir faire sortir les graines. Découvrir qu'il faut labourer avant de planter une graine, qu'il ne faut pas la semer à n'importe quelle époque. C'est ça le maître de maison, dominus. Donc ça veut dire à quel point le dominus est alimenté par la réalité de la matière, en particulier à l'époque du temps d'Adam et Ève, de la matière terrestre, avec les graines, les arbres et les fruits. Faire Guggenheim, vous vouliez... Je crois qu'on entend comment François Michelin pose les uns après les autres les mots qui permettent de saisir notre question de ce soir, le rôle de l'entreprise pour que vive la société humaine. Les différents noms déjà. Le mot entreprise n'est pas le premier que vous employez, mais celui de maison, celui de commerce et encore plus celui d'usine, qui sont des mots qui nous rapprochent de ce qu'on ne peut pas oublier être la réalité la plus importante ou la première de l'économie, c'est la matière elle-même, contre laquelle on gagne sa vie, grâce à laquelle on gagne sa vie. Mais c'est aussitôt ceux pour lesquels on travaille, c'est-à-dire ce que vous appelez les clients. Et donc on va de personnes humaines à des personnes humaines en passant par des moyens qui sont matériels beaucoup plus fortement qu'on a l'impression dans une économie très financiarisée. Vous mettez en place les éléments qui permettent de comprendre cette dimension sociétale, enfin qui n'est pas simplement un combat social, mais qui est la possibilité de poser l'acte d'entreprendre et donc de s'exprimer formidablement. Alors, pour répondre de façon plus concrète à votre question, monsieur, quand regardez un petit enfant qui, à Noël, ne s'occupe pas des jouets qu'on lui a donnés, mais il s'en perd d'une boîte de carton. Et c'est beaucoup plus intéressant pour lui que le jouet, parce qu'il peut construire. Il peut avoir quelque chose qui sort de lui et qui lui plaît. Regarde maman ce qui se passe, regarde papa. Le jouet, c'est tout fait.
Et je crois, pour répondre à votre question sur le fond, quel que soit le métier que vous avez, il faut que chacun puisse avoir l'impression de faire quelque chose, de construire, et que ça soit son œuvre. Et pour que ce soit son œuvre, il ne faut pas faire du top-down, il faut faire du down-top, parce qu'il faut s'apercevoir quel problème a la personne sur le terrain et lui donner les moyens de résoudre ce problème. Mais de ne pas lui imposer la solution et le procédé. C'est destructeur de l'homme, et je crois d'une façon totalement très très particulière, c'est que ça l'humilie. Parce que quand même, dans la vie, on a une espèce de respect du chef, hein, qui est des fois idiot, et des fois, ça permet, on arrive à fausser l'attitude de la personne en disant, bon, puisqu'il a dit, c'est que ça doit marcher. Et c'est faux. Vous comprenez ? Clément Lesca, oui. Justement, par rapport à ça, vous dites finalement, c'est légitime de vouloir construire et de se construire en fait par son travail. Mais justement là, je reprends cette dimension entreprise chrétien. Quand on est chrétien d'entreprise, bien sûr, on peut avoir des aspirations légitimes de progression, de promotion, et donc pour construire et se construire. Mais est-ce que finalement, parfois, on n'a pas l'impression que les vertus chrétiennes qu'on essaie de vivre, qu'on a apprises, l'humilité, la charité, sont pas orthogonales, enfin, s'opposent pas à cette progression? On a l'impression que finalement, pour réussir, il faut un peu écraser les autres, il faut penser qu'à soi, il faut se mettre en valeur. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition, ou est-ce qu'au contraire, finalement, ces vertus bien comprises peuvent nous aider justement à se construire et à progresser? Moi, je pense que la vertu fondamentale, c'est l'humilité. L'humilité, ça vient de humus, autant que je sache. Humus, c'est le terrain, c'est la terre, et que l'attitude d'humilité vis-à-vis du terrain vous donne une manière de vivre qui fait que vous êtes là, vous apprenez à écouter réellement. Et je crois que c'est là la dimension. Je pense que il est besoin d'être chrétien pour voir que simplement que l'homme a une dimension infinie par rapport à tout le reste. Le chrétien sait pourquoi c'est comme ça, mais combien de gens qui ne sont pas croyants s'aperçoivent la dimension unique des personnes. Donc, cet aspect chrétien dans l'entreprise, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si votre christianisme vous permet d'être totalement homme, oui. Le dire, je ne sais pas. Mais vous trouvez beaucoup de gens, j'en connais, moi, qui sont des responsables très valables, ou des ouvriers sur les machines, qui ont une dignité extraordinaire. Je ne vais pas leur demander s'ils sont chrétiens ou pas. Mais quand je les vois regarder la matière, avoir des idées concrètes et les réaliser, j'en pleurerais. De joie. Mais c'est vrai. Quand vous avez tous eu des enfants ou des petits-enfants, eh ben, quand vous voyez un enfant qui fait quelque chose, quelle joie pour vous. Ben, c'est la même chose dans une entreprise. François-Louis Boucher, vous travaillez dans le domaine des ressources humaines. Tout ça vous touche sur ce regard sur la gestion des hommes? Je suis d'abord très touché par le fait que vous souhaitiez remettre du sens aux mots. Depuis le début de notre discussion, on parle de dominus, de humus, de l'origine du pneuma. Est-ce que redonner un vrai sens aux mots, déjà, ne suffit-il pas à remettre déjà des réalités à leur bonne place dans notre société qui, souvent, essaye un peu de gommer certains désagréments? C'est pas qu'elle cherche à gommer, elle cherche à faire que les gens ne se comprennent pas et s'opposent. Sur le fond du problème, c'est bien ça. Faut pas se tromper. Et vous parliez tout à l'heure de l'enfant qui construit sa petite boîte de carton. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Ah. C'est ce que je voulais dire. Oui, j'avais une question à double entrée. Allez-y, vous continuez. On était sur le sens des mots, mais c'est le sens des mots, oui, mais c'est quand même fondamental.
souvent, il y a des discussions qui sont difficiles, passionnantes, dans un bureau, sur une machine nouvelle, par exemple, ou sur un produit nouveau. Et puis, il y a quelqu'un qui dit donc, si on allait voir sur le terrain, et sur le terrain, on trouve la solution. Pourquoi ? Parce que le terrain nous donne le vrai sens des mots. Et les engrenages fonctionnent. Et... Quand vous revenez... Excusez-moi. Non, je vous en prie. Quand vous revenez à la réalité des choses, vous trouvez le moyen que les personnes se comprennent. Si vous restez au niveau idéologique, vous avez à tous les coups des conflits. Et dans le cas du top-down, c'est ce qui arrive. Donc un gros souci d'empirisme quelque part, Je sais pas ce plutôt que c'est que d'arriver avec une idéologie à vouloir appliquer coûte que coûte. Bien sûr, mais je ne sais pas ce que c'est que l'empirisme, mais je sais que d'avoir les Le réalisme. pour marcher, c'est de l'empirisme. Si vous posez pas les pieds par terre, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Hein. Et s'il y a du verglas, eh ben vous dérapez. Alors, on est beaucoup dans les ismes, justement. On a parlé en préparant l'émission de capitalisme, de libéralisme. Et je sais que pour vous, il y avait beaucoup de questions sous-jacentes. Comment, justement, quelle conception, déjà, pour François Michelin, de ce fameux libéralisme ? Vous écrivez dans ce livre, François Michelin, le libéralisme économique est un système où les personnes acceptent de vivre ensemble librement, se soumettent à des règles communes, ce qui conduit à une économie basée sur le contrat, un contrat social. Comment peut-on développer ? Exactement. Ce mot de libéralisme est complètement biaisé. D'abord, c'est un isme, alors c'est tout un vocable, une image qui n'a pas de sens réel, en fait. L'origine du mot libéralisme, c'est libre. Alors, le libéral, qui c'est ? C'est quelqu'un qui a la liberté de travailler. Et ça demande une organisation. Parce que on ne peut pas travailler sans ordre, on ne peut pas travailler sans système de contrôle de ce que vous faites en termes de quantité et de qualité. On ne peut pas travailler sans qu'il y ait le reflet de la qualité de son travail. Et pour que ça soit efficace, il faut que les personnes qui travaillent aient le sentiment que une très grande partie de leur travail dépend d'elles-mêmes. Si ça dépend de quelqu'un d'autre, c'est la faute du voisin. On le voit bien en France en ce moment, c'est la faute de l'État. C'est la faute de pas de chance. Mais ma faute à moi, elle n'existe pas. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir avaient cherché la différence entre la droite et la gauche. Ils ont trouvé que dans la gauche, la sanction était collective et que dans la droite, la sanction était personnelle. Ce qui ne les a pas empêchés de rester de gauche. Du reste, mais c'est révélateur. Le système libéral est celui qui permet le mieux possible, pas toujours, de faire que les personnes subissent les conséquences de leurs actes. Et ce faisant, le système libéral, le vrai, est très éducateur. Alors moi j'appelle ça le libéralisme, je ne sais pas ce que c'est, le marché non plus, je dis, c'est une économie de choix responsable. C'est-à-dire ça prend l'ensemble de la personne. Et j'ai toujours pensé, moi, qu'il fallait que les gens d'atelier, sur les machines, éduquent leurs chefs pour les amener, pour les amener à regarder la réalité des choses. Et cette réalité, c'est eux. Vous savez, une pièce métallique à fabriquer, j'en ai faite, moi, je suis arrivé à travailler au centième, ce qui n'est pas si mal que ça, pour un bourgeois. Ben, quand on a dépassé le trait, avec un coup de lime de trop, la pièce n'existe plus. On ne connaît pas de lime à épaissir. Et la dimension dramatique du travail manuel, c'est qu'il n'y a pas de discours possible qui puisse expliquer pourquoi la pièce est ratée, si ce n'est une erreur personnelle. Dans beaucoup de domaines, on fait des discours, on s'arrange, on sourit, on machin. C'est vrai, hein. Et c'est ça le problème du travail, la difficulté du travail manuel. Du reste, on appelle ça travail manuel, c'est pas ça, c'est un travail qui s'exprime
par les mains et le travail de contact avec la matière. Un pianiste, c'est un travailleur manuel ou pas? Un chirurgien, il respecte la partition. C'est un ordre. S'ils veulent avoir de la belle musique, il faut qu'ils répartent la partition, les notes, le rythme, les modalités, etc. Le chirurgien, il faut qu'il respecte la matière. C'est une matière effroyablement impressionnante qui est le corps humain. Clément Lesca, oui. Justement, cette question du libéralisme, je pense que on est tous d'accord, enfin, on souscrit à cette idée que le libéralisme, au sens laisser ce couple liberté, responsabilité fonctionner, laisser les individus entreprendre, finalement laisser la liberté s'épanouir, bien sûr c'est une très belle idée et c'est encouragé, mais on comprend bien que quand il y a cette critique un peu qu'on a dans les médias ou dans les discussions du libéralisme, c'est plus comme quelque chose qui laisse finalement le marché fonctionner de façon complètement débridée et qui après a des effets induits qui sont nocifs pour les personnes. Et du coup, dans votre livre, vous défendez beaucoup ce libéralisme économique et vous dites que voilà, l'État intervient trop, qu'il y a trop de règlements, trop de fiscalité, etc. Et que l'État devrait davantage laisser les entreprises faire leur travail. Mais bien sûr, mais en même temps, est-ce que par exemple la crise financière qu'on a aujourd'hui montre pas quand même qu'il y a un besoin de cadre, il y a un besoin de référence, il y a un besoin de surveillance. Finalement, je pensais, le titre de la conférence, en fait, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais je suis tombé cette citation de Milton Friedman, qui est le grand ténor du libéralisme, et qui dit « La seule responsabilité sociale de l'entreprise, c'est l'enrichissement de l'actionnaire ». Et ça paraît un peu court, non? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a justement, en plus de cette main visible qu'il préconise, il ne faudrait pas une main visible un peu aussi pour éviter justement ces effets un peu pervers? Écoutez, il y a tellement de questions dans votre, excusez-moi, je donne question, la réponse à ma question. Parce qu'au fond, la question sous-jacente ne serait pas peut-on concilier libéralisme et humanisme? Oui, puis vu la crise actuelle, est-ce que vous seriez aussi positif sur le libéralisme économique? Pardon? Vu la crise actuelle qu'on connaît, est-ce que vous seriez aussi positif que vous l'êtes dans votre livre sur le libéralisme économique? La crise actuelle, c'est une crise du dirigisme et du laxisme. Le libéralisme, ainsi qu'on l'avait dit tout à l'heure, c'est un ensemble de règles très simples qui n'ont pas été respectées du tout par les gens qui étaient en charge de le faire, c'est-à-dire M. Trichet et M. Greenspan. C'est pas compliqué. Si à l'usine, par exemple, nous supprimons le contrôle, on est sûr de faire des mauvais pneus. Si on ne vérifie pas la comptabilité, on aura des faux bilans. Est-ce que c'est du dirigisme que d'exiger la réalité et la vérité? Absolument pas. Mais tout le monde savait qu'il y avait des produits pourris qui étaient vendus par Goldman Sachs. Et on n'a rien fait. Quand vous questionnez les gens dans les banques, mais les gens au niveau du terrain là, qui ont le souci de vos affaires personnelles, ils savaient très bien que ça se terminerait comme ça. Mais il ne fallait pas en parler, vous comprenez, c'est tellement le monde financier pour la finance. Moi, je pense que le drame de la finance actuelle, excusez-moi la violence du propos, c'était de l'argent qui travaillait pour lui-même, pour sa satisfaction propre, sans aucune création. François-Louis Boucher, oui. Excusez-moi d'être violent, mais... Non, mais c'est très clair. Vous parlez de valeurs et tout à l'heure on a parlé de choix responsables. Ça me faisait penser à un des passages de l'Évangile où on parle du maître qui appelle à sa vigne des travailleurs et qui rémunère le travailleur de la première heure de la même façon que celui de la dernière heure. Ouais. Et on voit que à la limite, c'est son choix. Il n'y a pas de recherche d'égalitarisme ou de isme supplémentaire. C'est le libre choix, c'est le choix responsable. On parlait tout à l'heure d'actionnaires. On revenait sur la valeur. On parle pas aux actionnaires, il faut que je le fasse. Justement, on parle dans la valeur d'une entreprise de salariés qui recherchent à avoir des salaires qui augmentent, d'actionnaires qui sont à rémunérer, enfin qui cherchent des dividendes.
Ou est-ce que toutes ces notions-là, est-ce que ce souci de recherche d'égalité, de ce souci d'égalitarisme aujourd'hui, vis-à-vis d'une communauté, d'un groupe, je reviens un peu aussi à l'évangile où le Christ, on le voit, s'adresse à un individu, ou est-ce que toute cette théorie de la valeur et de l'égalité se croise et se recroise et amène peut-être à des modèles qui parfois sont surprenants? Écoutez, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé un jour. C'était en 99, en pleine discussion qu'on avait pour les 35 heures. Et j'avais été le matin vers 6h30 visiter un atelier que je connaissais un petit peu pour parler aux personnes qui étaient là, comment ils voyaient les choses, les 35 heures, etc., etc. Et puis, en sortant de l'atelier, j'ai repéré 8 personnes qui étaient là, un peu froides, que je n'avais pas saluées parce qu'ils n'étaient pas là quand je suis arrivé. J'étais leur dire bonjour. Alors, ça a vraiment été glacial. Pas de sourire. Alors, on s'est mis à parler. On va parler des 35 heures. Alors, je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y avait là un délégué, je ne dirais pas la coloration du parti, du syndicat. Excusez-moi, je me suis coupé. Et il m'a dit, mais monsieur François, il m'a appelé comme ça, excusez-moi, mais c'est comme ça. On ne va pas nous faire croire qu'on peut gagner davantage en travaillant moins. Ah, je suis bien de votre avis. Il me dit, qu'est-ce que vous pensez des 35 heures? Ben, j'ai employé un mot très grossier. Hein. Il m'a dit, mais je pense exactement comme vous. Et il m'a dit, est-ce que vous avez été voir Madame Aubry? Ben, j'ai demandé un rendez-vous, mais elle était tellement surchargée qu'elle ne m'a pas pu me prendre. Et elle a demandé que quelqu'un de la maison vienne discuter avec ses adjoints, ce qui fut fait. Comment? Elle ne vous a pas reçu? Il s'était vexé. Mais je dis, écoutez, elle avait trop de travail, et puis il y a aussi un phénomène bien connu qui n'est pas spécifique du parti de Madame Aubry, qui est très sympathique par ailleurs, du reste. Les gens du terrain sont embêtants. Il y en a un qui m'a dit un jour, mais monsieur Michelin, quand vous me racontez ça, vous faites de la politique? Pourquoi je fais de la politique? Parce que c'est contraire à nos idées. Oh, je dis, écoutez, monsieur, c'est tout simple. Moi, ces idées-là nous sont venues de difficultés sur le terrain avec des personnes. J'ai bien analysé les choses. Je ne suis pas chargé de vous le faire croire. Je suis chargé de vous le dire. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai fait mon boulot. Il est resté sec. Et c'est vrai. Si tout est politique à ce point-là, alors je ne sais pas ce qu'on peut faire. Hein, c'est redoutablement dangereux. Alors, quand on vous entend parler, François Michelin, on sent bien que l'entreprise Michelin... Vous pouvez supprimer François. Hein, ça va. Que votre entreprise porte un certain nombre de valeurs extrêmement fortes, ce respect, ce regard porté sur autrui, cette attention. Aujourd'hui, les 3/4 des personnes qui travaillent pour Michelin travaillent à l'étranger. Le reste, bien sûr, travaille en France. Comment continuer à faire vivre ces valeurs au-delà des frontières? Est-ce que c'est possible? Et puis, est-ce que ces valeurs existent et rayonnent ailleurs? Est-ce qu'à l'heure de la mondialisation, c'est possible, ça? Attendez, commençons par le commencement. Bon, l'usine, l'entreprise, a des valeurs assez fortes, effectivement, qu'on essaye de faire vivre. Mais nous nous heurtons, comme par hasard, à les difficultés des hommes entre eux, des personnes entre elles. Si je peux faire une incursion, Père, excusez-moi, dans votre domaine, je ne sais pas si vous avez lu l'encyclique Gaudium et Spes. Elle dit essentiellement que l'homme est divisé au fond de lui-même et que, par exemple, comme disait Ovide il y a bien longtemps, je vois des choses bonnes, je veux les faire, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe?
Saint Paul va beaucoup plus loin. Il dit la première phrase comme Ovide, et il dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ce corps de mort, c'est le vieil homme qui véhicule avec lui le péché et qui est la source de toutes nos difficultés. Alors, dans l'usine, il y a des choses qui ne vont pas du tout. C'est évident. Il y a des fois des gens qui se trompent complètement. Ils font des erreurs. Mais il y a quelque chose de très curieux qui fait, je crois, la force de cette maison, c'est que les personnes savent que ce n'est pas dans l'intention, mais que c'est dans la faiblesse des hommes. Vous comprenez? Et c'est totalement différent. Si vous dites bonjour madame ou bonjour madame, il y a une belle différence. Et c'est ça le fond du problème. C'est que les personnes savent qu'on cherche à les respecter. Ils savent en même temps que nous sommes aussi faillibles que par conséquent, mais ils savent que l'intention n'est pas de faire mal. Et cette transmission est sentie au-delà des frontières, au-delà des équipes. Vous savez, madame, les Chinois, ils ont 2 pieds, 2 jambes, etc. Les Thaïlandais aussi, ils ont un besoin fondamental d'être respectés en tant que personnes. Et chacune des personnes, que ce soit en Chine ou partout ailleurs ou ici, ou à Clermont-Ferrand, a un souci majeur de qu'on la reconnaisse comme une personne et qu'une personne unique. Et ça, Jean-Paul II le dit carrément. Tout homme est unique, irréprochable. Il a dit dans un de ses premiers discours à Rome. Moi, ça m'a fait un effet. Je sentais des choses, mais là, ça m'a cristallisé des trucs essentiels. Et en tant que chef d'entreprise, on peut veiller à ce que cela continue à exister. Ben, bien sûr. Et, écoutez, un jour, il y a le responsable du personnel, là, qui est maintenant parti à la retraite, qui m'a apporté un papier sur lequel était marqué « Devenez ce que vous êtes ». Et il me dit, c'était écrit en français et puis en différentes langues. J'ai dit, mais monsieur Fontès, pourquoi me demandez-vous de signer ce papier? Il m'a dit, mais parce que vous m'avez permis de devenir ce que je suis. Et je lui ai dit, mais monsieur Fontès, je n'ai rien fait si vous m'avez conduit toujours à tenir compte de la réalité. Donc, un des éléments capitaux de la vie de l'usine, c'est que les faits sont transcendants. Vous savez, on dit toujours, les faits sont têtus. Mais c'est nous qui sommes têtus, parce qu'on ne veut pas les voir tels qu'ils sont. Puis c'est tout, c'est pour ça que ça coince. Aurélia. Oui, moi je voulais justement, par rapport à cette dimension de la personne qui doit être prise en compte, notamment dans votre livre, vous parlez justement du système capitaliste comme étant le système où la personne passe avant la société et la société est au service de la personne. Et vous le présentez comme le seul système qui existe, que nous connaissons actuellement, qui permette ceci, en ayant donc cette éducation grâce au système et en ayant aussi ce couple acte lié aux conséquences qui trouve sa réalisation dans la production elle-même, dans l'objet fini. Alors moi, je voulais savoir si, selon vous, comme cette nature de l'homme ne change pas, mais donc au fur et à mesure de l'évolution de la société, les comportements de l'homme changent, si l'homme n'aurait un futur, la nature humaine, qu'elle pourrait se réaliser vraiment à travers cette société capitaliste, et si cette société capitaliste, malgré la crise, malgré les problèmes qui ne sont pas forcément directement liés au système lui-même, si c'est un système qui, à l'heure actuelle, vous semble être celui vraiment dans lequel l'homme peut se réaliser et amender sa nature peut-être imparfaite. Enfin, sûrement imparfaite. Et vous me demandez d'écrire un livre, madame. D'écrire un livre. Que vous dire? Vous savez, la vie en société présuppose le sens de la miséricorde. La miséricorde dans les vins en société, c'est comme l'huile dans la boîte à vitesse. Autrement, ça grippe. Et qu'est-ce que c'est que la miséricorde? C'est de laisser aux personnes le temps de tirer des leçons des choses bonnes et moins bonnes qu'ils ont faites pour devenir progressivement ce qu'ils sont.
Ça suppose là aussi que le top-down n'existe pas. Parce que c'est au niveau des personnes immédiates que les choses peuvent se passer. Et ça, c'est une caractéristique de la maison. Tout au moins, c'était. Père Gougonay, et puis ensuite François-Louis Boucher, et puis... Si François-Louis me permet, ça me rappelle une anecdote récente. Il se trouve que j'ai un de mes beaux-frères qui est américain et qui, appelons-le David pour prendre un prénom crédible, qui repartait aux États-Unis. Et nous avons une dernière conversation au bord de la Seine, peut-être en buvant une tasse de thé ou une bière, je ne sais plus. Et il me dit, Antoine, il y a un problème en France. Il parlait anglais. Après plusieurs années en France, il parlait toujours simplement anglais. C'était du Coca-Cola. Non, ce n'était pas du Coca-Cola. Et il me disait, Antoine, il y a un problème en France, c'est que les Français ne sont pas individualistes. Je dis, David, tu n'as rien compris. Les Français sont beaucoup trop individualistes, ils pensent qu'à eux. Non, c'est pas ça du tout. Je veux dire que les Français ne se prennent pas en charge eux-mêmes. Ils ne sont pas des individus dans ce sens-là. Et je pense que c'est une vraie question. Oui, ça dépend des chefs. François-Louis Boucher, Alors, une Je n'ai question. pas répondu à vos questions aussi, là, mais après, je ne sais pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup de laïcité. Ce sont des mots qui amènent, je dirais, les convictions de chacun dans sa vie privée. On veut laisser à la maison sa foi. Est-ce que vous pensez que pour l'entreprise du XXIe siècle, enfin l'entreprise d'aujourd'hui, de demain, vivre en chrétien dans son entreprise représente un réel avenir, une réelle valeur ajoutée pour une entreprise, je dirais par l'exemplarité ou par sa vie de chrétien? Je ne parle pas d'aller déclamer des paroles de l'évangile dans l'entreprise, mais de vivre tout simplement sa foi. Mais la question, c'est pourquoi vous êtes chrétien? Pourquoi avez-vous adhéré à cette chose compliquée, inexplicable, mystérieuse, très, très, très douloureuse en même temps? Voilà la question. Mais... Et vous apercevrez que le christianisme est le seul ensemble d'éléments de réflexion qui vous permet de pouvoir utiliser tout ce que vous êtes au service des autres. Et il y a un grand jésuite qui s'appelle le Père Varillon, qui a écrit quelque chose comme ça. Si j'ai choisi si je reste chrétien, c'est que c'est dans cette doctrine, j'aime pas le mot doctrine, mais enfin c'est comme ça, j'ai trouvé dans cette doctrine les éléments pour bien gérer ma liberté. Donc, si vous gérez bien votre liberté avec cet éclairage interne, bien sûr, ça se verra. Et alors? Mais c'est pas forcément si vous dites que vous êtes chrétien, ça devient suspect. C'est de l'hypocrisie, c'est je sais pas quoi, du prosélytisme, c'est des intégristes, c'est tout ce que vous voulez. Non, il faut être soi-même. Regardez comment le Christ a fait. Il a mis du temps à faire des miracles. Mais des fois, il se cachait pour pas qu'on le retrouve. Mais il vivait quelque chose d'extraordinaire, ce qui fait que les gens, c'est l'aveugle. Si tu le veux, tu peux me sauver, le lépreux. Oui, le christianisme est une vie, pas une idéologie, écrivez-vous. C'est ce que je viens de dire. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Hein. C'est plus qu'une vie, c'est la vie. Alors évidemment, c'est l'histoire de Saint Paul, là, entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on fait, à tous les coups, il y a des bavures. Hein. Mais l'espérance chrétienne, c'est justement que la bavure, c'est un bon engrais pour faire pousser des choses belles. Justement, là, pour rebondir sur cette question de quel est le plus, enfin, quelle est la valeur ajoutée d'un chrétien dans l'entreprise, et puisque tout à l'heure on parlait du rôle du chef d'entreprise, est-ce que vous ne pensez pas que la nouvelle génération de patrons chrétiens en France et ailleurs, enfin même de patrons pas chrétiens d'ailleurs, pourrait être davantage prophétique, c'est-à-dire être capable aussi de prendre la parole de façon un peu forte pour améliorer le système?
Aujourd'hui, les grands groupes du CAC 40, en France sont complètement dirigés par les résultats trimestriels. C'est-à-dire que ce qui compte pour eux, c'est d'avoir des résultats toujours meilleurs que le trimestre précédent. Du coup, c'est du court-termisme, on prend en compte que la dimension financière de l'entreprise, etc. Est-ce que quelqu'un ou plusieurs, enfin, je pense à des patrons chrétiens, pourraient pas intervenir pour dire mais il faut changer ça, il faut que la notation d'entreprise soit pas uniquement sur résultat, mais aussi sur est-ce que on concilie bien, par exemple, la dimension familiale, la dimension professionnelle pour la vie de chacun. On va laisser répondre M. Michelin, parce qu'il nous reste 1 minute d'émission pour répondre à cette grande question. Peut-être une piste de réflexion. Une minute, c'est trop long. Ah. Je crois que ce soir, oui. Me troublez pas. Je le suis déjà suffisamment. Le compte à rebours est stressant. Non, et puis c'est la question qui est stressante. Ouais. Écoutez, c'était pas le but, mais... Non, parce que c'est au cœur de... Bon, parce qu'un patron communiste peut agir comme un communiste. Vous comprenez, c'est deux domaines absolument différents. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? C'est le fait d'accepter que toutes les décisions de l'entreprise sont jugées par des clients. Je vais vous proposer de continuer ce débat avec la salle, à tous. Nous devons rendre l'antenne. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je sais que vous trouvez que c'est bien trop court. Vous rendez l'antenne à des émissions qui sont déjà enregistrées. Non, je ne crois pas. Vérifiez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Mardi des Bernardins. Nous poursuivrons le cycle de conférences sur le salut et nos invités s'exprimeront sur la question du salut dans le judaïsme et le christianisme. À la semaine prochaine. Bonsoir et merci à tous.